Préparer l'enregistrement. Hop, je vous mets ça. C'est parti. Mesdames, messieurs. Donc, on était bien là? Ok. Ça, ce schéma, ici, ce schéma est très général. On a commencé à l'imaginer au XIXe siècle et il s'est installé comme une vision dominante au XXe siècle. Alors s'il vous plaît, ceux qui parlent fort, suffisamment fort pour que je les entende d'ici, alors même que je fais mon cours, je trouve que quand même c'est un petit peu moyen comme attitude. 12 euphémismes. Hein. Vous voyez bien le fond de la pensée. Un petit peu moyen, c'est un terme sort. Donc c'est un schéma qui est très classique, qui n'est pas du tout réservé aux neurosciences, qui n'est pas du tout réservé aux neurosciences des fonctions sensorimotrices, des fonctions motrices, des fonctions qu'on retrouve dans le sport. Non, c'est un schéma très général. On dit que ça, c'est une boucle de contrôle. Hein, et que c'est donc la métaphore, le modèle, l'analogie scientifique et technique qu'on utilise, c'est celle d'un contrôle. On a un système nerveux en haut qui est un contrôleur, et on a un corps en bas avec des muscles. Et ces muscles, avec le jargon de la robotique, on appelle ça des actionneurs, parce qu'ils font des actions. Et ce système de contrôle va contrôler ces muscles pour effectuer des actions, ou, sur le cas, des mouvements. Ces mouvements vont produire des conséquences. Le corps va se déplacer par rapport à l'environnement, ou, à l'échelle de l'écran, je déplace l'objet dans l'environnement, c'est une autre conséquence de l'environnement. Je ne sais pas si je peux faire bouger l'écran, pour votre exemple. Et puis il y a une boucle de feedback, rétroaction, avec de la perception ici, et cette perception est réinjectée dans le système de contrôle. Donc ce schéma-là, c'est un modèle, c'est une analogie, c'est une métaphore, qui vient d'un domaine au départ qui n'avait rien à voir avec la neuroscience, qui est un domaine technique et d'ingénierie et de technologie. On commençait à concevoir des machines sur ce schéma-là. Hein, des machines dites autonomes, des machines qui peuvent se contrôler toutes seules. Donc voilà, donc ça fait partie de cette sphère qui est énorme, qui est colossale, de théorie du contrôle. Comment construire une machine qui est capable, dans une certaine mesure, de contrôler son propre comportement. Un exemple simple, c'est un thermostat qui va régler la température d'une pièce avec un clim. Vous lui donnez un objectif, 18 degrés, elle est capable de faire du chaud ou de faire du froid, elle mesure la température de la pièce, elle calcule l'écart entre la consigne que vous lui avez donnée, 18, et la température courante, et en fonction de cet écart, elle va agir en faisant soit du chaud, soit du froid, jusqu'à ce que la température soit suffisamment proche de la consigne, 18 degrés. Une fois que vous avez monté ce système, une fois que vous lui avez dit 18 degrés, normalement, vous partez, ça marche, si c'est alimentaire en courant. Donc le système se régule lui-même. Vous ouvrez la fenêtre et vous laissez entrer la chaleur, il va se mettre à fonctionner plus fort. Fermez la fenêtre, il va se mettre à continuer à fonctionner plus fort, et au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure, la température va revenir à 18 degrés. Et vous n'avez rien dit, il a fait tout seul, il se retrouve tout seul. Donc on a commencé à imaginer des machines comme ça, dès le 19e siècle, on avait les schémas, on s'est réfléchi. Et puis cette idée-là, elle s'est diffusée dans les sciences, et on s'est dit, mais un être humain, un animal, il a un comportement autonome, autorégulé, avec un but, et il va se contrôler pour réaliser ce but, donc on va essayer de le réaliser, eh bien on va imaginer le même schéma, la même logique. Oui. Donc c'est quelque chose, ce schéma-là est complètement pluridisciplinaire, et qui, du point de vue de l'histoire des sciences, n'a pas du tout été inventé pour comprendre et décrire le comportement de l'être humain. Il a été écrit pour comprendre des machines, des dispositifs, et ensuite, par diffusion des idées dans la science, et par percolation des idées, il est allé dans d'autres domaines scientifiques.
Et notamment la biologie, et notamment l'étude du vivant. Okay, donc là, ça permet de prendre une petite prise de recul. Et ça permet tout de suite de se poser la question critique. Est-ce qu'aller chercher des analogies dans les machines, dans de la technologie, de la technique, pour comprendre le vivant, est-ce que cette démarche-là est la bonne démarche pour faire avancer la science, pour comprendre? À chacun d'entre vous de vous faire une opinion, de réfléchir à cette question, mais vous pouvez comprendre un insecte ou un être humain qui est le fruit d'une évolution de millions d'années, et vous faites le pari en prenant comme modèle, comme analogie, comme métaphore, quelque chose qui a été inventé il y a un siècle, eh bien vous allez comprendre ce truc-là qui est le fruit de l'évolution de millions d'années. Vous faites ce pari-là en faisant ce que je viens d'écrire. C'est un pari osé. Une machine inventée par l'homme au XIXe siècle, un concept inventé par l'homme au XIXe siècle pour construire de nouvelles machines, est la bonne métaphore, le bon modèle scientifique pour comprendre un organisme biologique qui est arrivé à ce qu'il sait faire après des millions d'années d'évolution des espèces, depuis les bactéries jusqu'à l'être humain. A priori, on va dire c'est complètement foutrard. C'est pas là. Pourquoi cette idée d'une machine à la bonne métaphore? Et pourtant, aujourd'hui, au XXIe siècle, aujourd'hui, il est commun de dire dans notre culture, dans notre civilisation, ah là, j'étais en train de conduire, j'étais en pilotage automatique, sur l'autoroute, j'étais fatigué. Entre telle sortie et telle sortie, je ne peux pas te raconter ce que je fais. Comme ça. Bon. Ou alors, ah lui, il a un sacré processeur dans la tête, hein. Ça calcule vite son cerveau. Tout ça, ce sont des métaphores technologiques. Que ce soit chez un pilotage automatique, contrôle, l'automatique ça fait partie du contrôle. Que ce soit je calcule dans ma tête, oh là là, il y a un processeur, c'est une métaphore d'ordinateur, c'est très bon. Tout ça fait partie aujourd'hui de la culture commune. On va dire populaire. Donc ça ne me choque pas. Et vous, ça ne vous choque pas. On dit, voilà, le système, c'est un système contrôlé avec des entrées, des sorties, un contrôle, etc. Ça ne vous choque pas parce que c'est complètement compatible avec votre culture, avec l'environnement dans lequel vous avez vécu. Sauf que la science, elle s'en fout de l'histoire de la culture. Elle doit s'en foutre complètement. On doit être complètement dégagé, autant qu'on peut, de ce type d'inspiration, de contrainte. On doit être critique par rapport à la culture dans laquelle on baigne aujourd'hui pour se dégager complètement de ça et essayer de comprendre les choses. Et pas les comprendre avec les métaphores du XXIe siècle, les comprendre aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, la métaphore de l'ordinateur est une métaphore qui fait partie de la culture, au moins de nos pays, au moins en Europe, au moins dans une bonne partie du globe, c'est comme ça. Et sauf que c'est une très mauvaise métaphore pour décrire l'ordinateur. Le cerveau n'est pas un ordinateur. Le cerveau n'a rien à voir avec l'ordinateur. L'ordinateur a été inventé il y a 60 ans, le cerveau, il a subi des millions d'années d'évolution. Ça n'a rien à voir. C'est un raccourci, mais malheureusement, il n'amène rien. Alors, donc ça, j'en ai déjà parlé, très rapidement, donc on se rafraîchit la mémoire. Encéphale, moelle épinière, nerf. On a le système nerveux central, qui inclut la moelle épinière. C'est l'erreur qu'on fait souvent, on l'exclut. On passe au système nerveux central, on pense uniquement au cerveau, mais ce n'est pas le cas. Et puis, il y a les nerfs avec le système nerveux périphérique. Toute la partie somatique dont je parlais et l'exclusion là, des parties qui concernent les viscères, ça ne nous intéresse pas. Alors, par rapport à ces divisions, on retrouve ce schéma, quelque chose qui est très fort et très dominant, et je peux en parler, et encore une fois, y revenir dessus de manière critique. C'est un peu le point de départ de l'outil. Pour vous rappelez, la moelle épinière, on disait, voilà une tranche de moelle épinière, il y a une partie sensorielle et une partie motrice, ventrale et dorsale.
avec un ganglion sensitif, dans lequel il y a le corps cellulaire du neurone, des neurones, sont regroupés les corps cellulaires des neurones sensoriels. Hein, vous vous rappelez de ça? Il y en a qui me disent oui, d'autres ils sont un peu plus rêveurs. Hein, c'était ici. Hein. Ici, si on fait une tranche horizontale, quelqu'un qui se tiendrait debout de la moelle épinière, on a deux tubes qui sortent de la moelle épinière, ici, là. Un devant, un derrière. Et celui qui est derrière, vous voyez, il y a une bosse, il y a un peu enflé, c'est un ganglion. Et à l'intérieur de cette bosse-là, vous avez les corps cellulaires, représentés un seul ici par une boule rouge. Les corps cellulaires vont être les neurones sensoriels. Les neurones qui s'occupent d'un côté percevoir, de l'autre, qui crée une sensation, de l'autre la transmettre et la faire rentrer dans la moelle. Donc il y a une sortie vers le muscle, on va contracter les muscles avec la partie du nerf moteur, et on va réceptionner des sensations ou de l'information sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Est-ce que le muscle est très contracté, pas contracté, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est long, etc. Est-ce que l'écran est lisse ou est-ce qu'il est rugueux, est-ce qu'il s'est déformé ou pas, est-ce que mon pouce se touche ou pas, tout ça, ça passe par la partie sensorielle. Donc là, vous avez au niveau des structures, hein, vous avez bien des choses qui sortent, des choses qui rentrent. On y reviendra, hein, il y a pas mal d'aspects sur lesquels on reviendra là-dessus. Et Ludovic Marin dans son cours aussi. Donc dans ce cadre, une fois qu'on a vu dans la structure, dans l'anatomie, que c'était construit comme ça, bien, on se dit oui, mais d'un côté on a la perception et de l'autre on a l'action. Donc d'un côté on a la partie motrice, le mouvement, et on parle de voies efférentes, hein, comme effet, créer un changement, créer un effet dans le monde. Donc on a cette partie ici, les réponses motrices en rouge. Et puis on a la partie sensorielle. Alors ici, sur le schéma que j'ai déjà emprunté, il y a un œil, mais ça pourrait être la proprioception, ça pourrait être le système vestibulaire, ça pourrait être le toucher, comme je vais en parler, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être de l'audition, d'accord? Donc là, c'est juste un exemple, il y a l'audition. Et là, on parle de voies afférentes. Donc on distingue les voies afférentes, les voies afférentes. On les distingue, et ensuite on dit que dans le système nerveux, alors plusieurs étages, il y a de l'intégration. Donc on va mettre ensemble cette histoire-là et cette histoire-là. Alors cette intégration, elle se passe dans l'encéphale et dans la moelle épinière. Vous vous rappelez, dans le schéma sur la moelle épinière, sur lequel je viens de les appeler en avant et en arrière, il y a un neurone entre l'axone sensoriel et l'axone moteur qu'on appelle neurone d'intégration. Hein, sur le schéma précédent. Tout simple, là c'est juste un neurone, c'est vraiment élémentaire. Hein? Ici en bleu, vous avez un neurone, ici donc les neurones d'association, pour associer, mettre ensemble, qui correspond à un mécanisme, une structure minimale, au sens de la plus simple qui soit, pour faire de l'intégration. Cette intégration, elle peut être beaucoup plus sophistiquée que ça, elle peut réclamer beaucoup plus que ce neurone. Le schéma, un neurone sensoriel, un neurone d'intégration dans la moelle épinière et un neurone moteur, ce schéma-là, on le retrouvera dans les réflexes. Dans les réflexes élémentaires, les plus élémentaires, on n'a pas besoin d'autres structures. Cette structure-là, cette organisation-là suffit pour supporter, pour être le support d'une fonction réflexe. Par exemple, le réflexe tonique qui règle la tension musculaire pour lutter contre la gravité n'a pas besoin d'autre chose. Il y a des réflexes plus compliqués, on verra un peu plus tard. Mais ce schéma, on le trouve, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, donc vous voyez cette histoire. Alors là-dessus, en termes de contrôle, qu'est-ce qu'on a en fait? Ici, on a le contrôleur,
Donc, on prend la métaphore précédente. Il se fixe un but, ou on lui fixe un but. Il individue tout seul, c'est son environnement qui lui dit tiens, maintenant, va essayer de faire ci avec l'espace plus de lui. Tiens, j'ai envie de me lever pour faire du café. Voilà, donc il se fixe un but, et puis ensuite, il va élaborer ce que certains appellent des commandes, d'autres des programmes moteurs, des choses comme ça, pour produire une réponse motrice. Et cette réponse motrice, elle va produire des changements qui vont éventuellement être perçus. Ah tiens, oui, j'ai mon pied qui bouge, moi j'ai mon bras qui se lève. Et cette information, elle va être communiquée, transmise au système nerveux. Il va y avoir une intégration, une comparaison entre le but que je voulais atteindre et l'état courant des choses, la position de mon corps, simplifiée. Et puis en fonction de la comparaison entre le but et ce qui est en train de se passer, je vais faire une nouvelle réponse motrice qui va être soit la même, donc continue, ça marche bien, ou alors on change, là, ça va, on va corriger. Alors ça, vous voyez, c'est quand même très proche du schéma actionneur, biofeedback, rétroaction, contrôleur. Cette façon de voir. Qu'est-ce qui est là-dedans? Qu'est-ce qui caractérise ça? C'est qu'on a quelque chose de séquentiel. Même si ça va en cycle, on a quelque chose de séquentiel. J'ai une réponse motrice, j'ai un retour sensoriel, j'ai une intégration, éventuellement une nouvelle réponse motrice, un retour sensoriel, une nouvelle intégration, une nouvelle réponse, etc. Donc j'ai une séquence. C'est un schéma en séquence. Bien ça a toutes les chances d'être faux. Ça a toutes les chances d'être faux, et je vais essayer de vous donner quelques arguments pour vous dire qu'il est peu probable que le système nerveux fonctionne selon ce schéma. Ce schéma, il nous dit, il a pour conséquence quoi? Il a pour conséquence que tout ce qui est sensoriel et tout ce qui est moteur sont séparés. On a la sensation pour l'aspect sensoriel, on est en train de mesurer entre guillemets ce qui est en train de se passer dans le monde, le système nerveux, avec des récepteurs qu'on a partout. On a des organes sensoriels dans le corps humain qui sont absolument fabuleux. Donc tout ce qui est de l'ordre de la sensation gère la sensation, et puis ensuite il y a la gestion de ce qui est moteur. Et c'est l'un après l'autre, et ils se succèdent. Alors, je vais essayer de démolir ça. Ce que dit cette théorie, c'est une théorie, c'est une proposition théorique, ce qu'elle dit, c'est que j'ai quelque chose de séquentiel. J'ai une entrée sensorielle, j'ai une intégration, et j'ai une sortie motrice. Une moteur motrice, je pense que ça correspond à entrée-sortie. Donc quelque chose de sensoriel. Sauf que c'est pas ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas quelque chose qui tourne en sens unique, donc sur le rond-point dans le sens des aiguilles du monde, on ne sait pas son rond-point dans ce sens-là. L'inverse, c'est le rond-point, mais ça tourne toujours dans le même sens. Non, il y a des interactions entre réponse motrice et perception qui vont dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au même instant, vous avez la partie motrice et la partie sensorielle qui marchent. C'est pas seulement l'un et l'autre. C'est en même temps. C'est de façon synchrone, de façon coïncidente. Et de façon totalement interactive. C'est pas indépendant. Il y a une action du moteur sur la sensation et une action de la sensation sur le moteur. Alors, je vais essayer de vous faire passer cette idée-là qui n'est pas forcément toujours très simple, et puis on va commencer par quelque chose de simple. On va commencer par ça. Faites pas attention à tout le bazar qui est au-dessus. Tout le bazar qui est au-dessus, là, ça va être un peu compliqué, ça va être un peu technique, un peu compliqué, mais on va commencer par ça.
pouvez faire une expérience qui va vous montrer, tout simplement, vous allez le vivre. Vous avez besoin pour ça de l'œil. Vous avez besoin d'un doigt. Donc là, je me vois fou parce que je suis bien. Vous fermez l'œil, vous ouvrez l'autre. Vous regardez autour de vous. Vous bougez la tête, vous bougez l'œil en même temps, vers le haut, vers le bas, tout va bien. Qu'est-ce que je suis en train de me dire quand je fais ça? Je suis en train de me dire, regarde, tu bouges la tête et tu bouges l'œil en même temps. Et là, tout va bien. Maintenant, je prends mon doigt et je fais bouger mon globe oculaire, je fais bouger mon œil dans son logement, un tout petit peu, j'appuie doucement. Et maintenant, mon cerveau, il me dit quoi? Il me dit, il y a un tremblement de terre, et pas un petit, il y a un gros tremblement de terre. Et il y a l'amphi qui va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. D'accord. Mon cerveau ne me dit plus, ton œil est en train de bouger, le monde ne bouge pas. Faites-le. Vous allez le voir immédiatement. Vous avez piégé votre cerveau, vous avez piégé les interactions mouvement-perception, et votre cerveau, il va vous dire, le monde est en train de bouger, pas votre œil. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez coupé les interactions, mouvement, perception. Pourquoi? Parce que votre corps et votre cerveau n'a pas été construit pour, n'a pas appris depuis votre naissance, à mettre ensemble des mouvements du doigt sur le globe oculaire qui vont bouger l'œil. Le cerveau n'est absolument pas habitué à ça. Il lui a introduit une situation complètement nouvelle à laquelle il n'a pas été habitué. À quoi il a été habitué? Il a été habitué à ce que, quand vous faites bouger, vous contractez les muscles de votre nuque, ou les muscles qui contrôlent le mouvement des yeux sur la horizontale ou sur la verticale, il a été habitué à corriger la perception de l'image visuelle qui est constituée sur la rétine et qui est au fond de l'œil. Et votre cerveau, il n'est pas surpris. Il sait que quand vous bougez la tête et quand vous bougez l'œil, ce n'est pas le monde qui bouge. L'œil, comment il le sait? Parce qu'en même temps qu'il interprète l'image sur la rétine, il a construit l'image en utilisant la rétine. En même temps qu'il fait ça, il reçoit les informations sur les contractions des muscles et il reçoit, si vous voulez, les deux sources d'informations et il dit, oh, sur la rétine, c'est en train de bouger et le muscle est en train d'être activé, donc ce n'est pas le monde qui bouge. Cet enfoiré derrière est en train de tourner la tête. Et donc, votre système nerveux, pour ne pas se tromper, doit avoir l'information sur le mouvement, contraction musculaire, et l'information optique, visuelle, la lumière qui se reflète sur vous, sur les tables, sur le sol. Et il doit les avoir de façon concomitante pour pouvoir produire un comportement adapté et vous dire une réponse perceptive adaptée. Vous donnez une information juste, vraie. Et quand vous coupez, quand vous chantez ça avec votre mot, eh bien votre cerveau, il ne va pas réponse adaptée. Alors vous n'allez pas paniquer en disant ouais, il y a un tremblement de terre, parce que très bien que c'est vous qui avez en train de faire ça, mais quand vous regardez comme ça, votre cerveau vous envoie une image en train de trembler. Et alors quand c'est vous qui bougez la tête, il n'y a rien qui tremble. L'image est nette. Vous n'en avez même pas plus. Très peu. Très peu. Okay. Donc ça, c'est une petite expérience, tout simple, pour vous montrer. Si c'est le voisin ou la voisine qui doucement appuie sur votre œil, ça marche aussi très très bien. Et vous allez faire la même interprétation. Donc dans ce cas-là, c'est l'œil, notre système. L'œil, il a une partie sensorielle, la rétine, avec des photorécepteurs. On verra plus tard dans le cours, Ludovic Marin peut-être vous en parle aussi un petit peu. Donc sur cette rétine, le système sensoriel s'occupe de quoi? Il s'occupe de la lumière. Ce sont des photorécepteurs. Photo, c'est lumière, photon.
vous donne la couleur, vous donne la lumière, vous donne tout un tas d'informations, la texture des couleurs. Ça, c'est la rétine, c'est tout de ça. Mais l'œil, c'est aussi quelque chose qui bouge. Il bouge parce qu'il est dans la tête, il bouge. Et il bouge parce que l'œil bouge par rapport à la tête. Donc, on a un exemple de système avec une partie motrice et une partie sensorielle. Mais on a tout de suite compris qu'en fait, il n'y avait pas de séquence je perçois, je bouge, je perçois, je bouge. Pour que ce soit adapté, pour que ce système fonctionne bien, il faut que le cerveau ait à la fois l'information sur le mouvement, donc la réponse motrice, et à la fois l'information sur les entrées sensorielles, de façon synchronisée. Et si vous coupez cette synchronisation, ça marche. Une autre façon de le dire, c'est que tous nos récepteurs sensoriels, ce ne sont pas des récepteurs sensoriels qui sont statiques, ils ne sont pas posés là, quelque part. Ils sont sur un corps. Et ce corps est en mouvement. Sauf quand vous dormez complètement, là, ça ne bouge plus. Donc, quand vous êtes mort. Et sinon, nos récepteurs sont posés sur le corps, sur le bleu, sur la peau, sur les membres, sur la tête, dans les oreilles, les yeux. Les récepteurs dans la bouche aussi. Chimique, etc., olfactif, le goût. C'est moins important que le mouvement, que la vision, l'audition, le toucher, la conception et le système de l'équilibration, le système vestibulaire. Donc tous ces récepteurs, ils sont sur quelque chose qui est en mouvement. Prenez une caméra, vous l'avez peut-être déjà fait, vous prenez une caméra, une GoPro, une caméra d'ordinateur, vous pouvez essayer de m'amuser à secouer l'ordinateur, mais là, je ne vais pas vous dire ça, sinon je vais prendre 5 minutes pour le recaler. Et vous prenez une caméra, et vous la baladez dans l'environnement. Une caméra sans système de stabilisation de l'image, sans rien de sophistiqué. Ensuite, vous regardez le film. Et là, vous vous foutez de la gueule de tonton, parce que vous dites, tonton, t'as mis bien 4 pastilles dans le nez quand t'as commencé à faire le film d'anniversaire. Parce que là, regarde l'image. Ça donne mal au cœur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous regardez la caméra qui a bougé, vous regardez ce qu'elle a vu, comme si c'était votre rétine, mais vous n'avez pas d'informations sur le mouvement humain. Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'image. Le monde ne bouge pas, cette caméra. Et si vous n'avez pas d'informations sur le mouvement, ça n'a aucun sens. Maintenant, on fait des caméras qui se stabilisent, on a des logiciels qui stabilisent, etc. Il y a tout un tas de choses qui ont été développées. Des applications particulières, ça c'est la technologie. Mais quand mon œil, il regarde là-bas, et puis qu'il balaye la salle, et qu'il regarde là-bas, sur la rétine, il y a un mouvement. L'environnement défile à une certaine vitesse. Les couleurs défilent à une certaine vitesse. Vous voyez? Cette bouteille ici, là, qui est posée là. C'est pas exactement une bouteille, là, que vous voulez. Boum. Un bombasse. Jasmine, un bombasse. Donc, quand elle rentre dans le champ de vision, elle rentre dans mon champ de vision ici. Et je continue à tourner regarde le swatch. Elle est passée de l'extrême gauche, bizarrement, à l'extrême droite. C'est du chemin. Elle est tellement à droite qu'elle est en bouche. Allez. Donc elle est passée dans le champ de vision de la gauche à la droite. Elle a fait un mouvement sur ma rétine. Il y a eu un mouvement sur ma rétine. Prenez, maintenant si vous stabilisez la rétine comme ça, vous faites comme si l'œil ne bougeait pas, et vous voyez la bourre. Si je fais ça avec une GoPro, qu'est-ce que vous allez voir sur l'image? Vous mettez l'image sur l'ordi, vous allez voir la bombasse qui se déplace. D'ailleurs, je vais passer au prochain. Donc, quand je bouge la tête et quand je bouge l'œil, qu'est-ce qu'enregistre ma rétine? Elle enregistre un monde qui bouge parce que mon œil bouge.
Et donc la lumière ne tape pas au même endroit sur la même cellule, la première seconde, la deuxième seconde, etc. C'est en train de se déplacer. Le rouge de votre débordeur, eh bien, il imprime certaines cellules sur ma rétine, je bouge un peu l'œil et ça va taper sur d'autres cellules, et puis sur d'autres, et sur d'autres. Donc j'ai de l'information avec du mouvement, même sur la rétine. Quand je suis en train de bouger, l'information optique, visuelle, qui impacte ma rétine, a une vitesse, elle a un mouvement, elle n'est pas statique. Elle n'est pas statique comme si ma caméra était posée par terre. Déjà, dans l'image, il y a du mouvement. Si ma tête tourne, eh bien, sur ma rétine, les informations, elles tournent. Si ma tête a fait une translation, sur ma rétine, les informations font une translation. Donc j'ai de multiples sources d'informations qui me donnent à la fois des informations, des sensations, et qui incluent des informations sur le mouvement. Là, j'avais identifié deux. Je dis à mes muscles de contracter de telle et telle manière sur la nuque. Les muscles des yeux de contracter de telle et telle manière pour créer un mouvement. Première source d'information qui dit il y a du mouvement qui est en train de se faire, avec telle intensité, telle accélération, telle vitesse, telle direction. Deuxième source d'information, l'image elle-même, les informations visuelles, optiques, on va dire optiques, la lumière impacte ma rétine, comme ma rétine est en train de bouger, eh bien, cette lumière qui tape dans ma rétine, elle bouge, elle tape au milieu de la rétine, donc par exemple à l'extrême gauche de la rétine, et puis après elle déplace jusqu'à l'extrême gauche. Donc là aussi il y a des mouvements. Deux sources d'information sur le mouvement, muscle qui bouge, l'œil qui fait bouger l'œil, et puis ma rétine qui est bougée, et donc la lumière est structurée, la lumière qui va taper sur la rétine est structurée en fonction du mouvement. Cette lumière, elle tourne si je tourne la tête, et elle translate si je translate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la partie perception, il y a déjà du mouvement. Dans la sensation, il y a du mouvement. Ce n'est pas sensation statique, intégration au mouvement. Non. Le mouvement affecte immédiatement la sensation. Ce que votre rétine peut coder, peut percevoir, c'est complètement déterminé à chaque milliseconde par votre mouvement. La seule manière d'obtenir un contre-exemple, c'est de figer votre tête sur un support et d'empêcher l'œil de bouger. Dans ce cas-là, sur la rétine, il n'y aura aucun mouvement. Mais dans la vie ordinaire, c'est absolument pas le cas, on est tout le temps en train de bouger. Tout le temps. Donc, il n'y a pas de sensation sans mouvement. Il y a du mouvement en permanence dans la sensation. Donc il y a de la réponse motrice en permanence dans la sensation. Et vous voulez couper, piéger ça, et bien faites bouger votre œil, et tout de suite vous allez voir, ça marche. Ça marche. Il y a un nouveau mouvement auquel vous n'êtes pas habitué, qui va se superposer au mouvement auquel votre cerveau est habitué. Alors, bon, c'est un petit peu, je ne sais pas comment vous recevez cette histoire-là, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. Dans tous ces détails, ça va? Ça va bien? Ok. Alors, j'avais essayé de résumer ça, et l'idée, c'est que ce qui caractérise des relations entre perception et mouvement, c'est une intégration de multiples éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui sont multiples. Là, je vous ai parlé de plusieurs éléments, muscles, mouvement sur la rétine, muscles de l'œil, muscles de la nuque, mais ce serait aussi des muscles posturaux. Je ne parle pas du système vestibulaire qui nous donne des informations sur la fonction de la tête en rotation, en translation. Ça aussi, il faudrait les intégrer, etc. Donc, de multiples systèmes qui sont emboîtés les uns dans les autres. Ici, j'ai choisi un petit schéma pour l'illustrer de façon un tout petit peu plus concrète. Et là, je parle exclusivement de quelque chose qui est spatial. Je parle d'espace.
Hein, je ne parle pas du temps. Je ne parle pas de perception du temps, de durée, du temps qui reste, de timing. Donc, là, je ne parle que d'espace dans cet exemple-là. Donc, on a une vision du dessus, schématique, d'une personne. Donc, ça, c'est sa tête, ça, ce sont ses yeux, ça, ce sont ses épaules, et on a dessiné juste un bras, on le voit comme ça. Et cette personne, donc, elle a son bras dans une position ici, et elle veut attraper, je vous parlais tout à l'heure de se lever pour aller faire du café, donc elle va attraper, le café a été fait, et il est dans la tasse, dans la main, ce que vous voulez. Et le but de la personne, c'est d'attraper cet objet. Pour exprimer le fait qu'il y ait plusieurs sources d'informations qui sont intégrées les unes à les autres, comment on peut faire? On va dire, on a besoin, pour faire ça, pour attraper l'objet, on a besoin d'informations, le système nerveux a besoin d'informations sur la position du bras. En anglais, en anglais. On a besoin d'informations sur la position de l'objet, de la cible, target, en anglais. Mais pour avoir bien ces informations grâce à l'information visuelle, à la vision, je vois ma main, je vois l'objet, on a bien compris qu'il fallait des informations sur la position de l'œil. Chacune de ces flèches-là, qui renvoie à une étiquette, pour désigner de quoi on parle, elle représente aussi, de façon un petit peu schématique et symbolique, un vecteur. Hein, le vecteur, c'est une position. Une position, c'est un vecteur. En mathématiques. C'est pas très important pour ce coup, hein. C'est pour ça que j'ai un vecteur position pour la main, pour la cible. Il faut que mon cerveau sache où est mon œil. Est-ce qu'il est en train de bouger vers la gauche ou vers la droite? Donc j'ai aussi de l'information spatiale pour l'œil. Il me faut de l'information spatiale aussi sur la tête. Il me faut la position de la tête aussi. Et il me faut la position, alors là on a mis corps et buste. On va résumer juste. Donc il me faut la position du buste, de la tête, de l'œil, de la cible et du bras. Il faut tout ça pour que ma main, une position initiale, aille vers l'objet. Donc ça fait plusieurs cadres de référence, plusieurs référentiels spatiaux. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et tout ça doit être positionné par rapport à quoi? Par rapport à la Terre. Un référentiel fixe à l'extérieur de notre corps. Donc c'est en référentiel. Un référentiel spatial Terre, en 3 dimensions, l'espace physique, X, Y, Z. Donc, pour vous montrer ici le caractère fortement intégré du mouvement, de ce qui se passe dans le système nerveux pour réaliser le mouvement. C'est intégré. Qu'est-ce que ça veut dire intégré? Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont mis entre eux, hein, qui sont emboîtés les uns dans les autres. Nécessairement, pour la plus simple des tâches, il va falloir intégrer plein de petits éléments entre eux, enfin, les composer. Et dans cette composition, vous allez avoir des éléments qui sont de l'ordre de la sensation, et vous allez avoir des éléments qui sont de l'ordre du mouvement, sachant que, sauf dans des cas limites extrêmes, on ne peut pas dissocier. On ne peut pas enlever le mouvement de la sensation, le mouvement est toujours déjà dans la sensation. Dès que mes systèmes perceptifs sont en train de prélever de l'information, il y a déjà du mouvement. L'œil bouge, la main bouge. Donc, j'ai à peu près résumé ce que je voulais vous raconter ici. Un deuxième élément, donc ça c'est ce qu'on appelle, l'intégration sensorielle. Une manière compacte de résumer ça, c'est de dire, qui est commune dans le champ scientifique, on parle d'intégration sensorielle, sensation motrice, moteur. Et quand on désigne, quand on dit intégration sensorielle, on désigne tout ce que je veux dire. Ce sont différentes facettes de cet aspect sensoriel. Quand j'ai parlé d'attraper l'objet, c'est une intégration spatiale. Et avant, quand vous parlez du mouvement de l'œil et de ce que reçoit la rétine, c'est dans le cadre de la fonction juste de la vision toute seule. Donc, deux exemples d'intégration sensorielle. Le terme intégration sensorielle s'oppose à cette vision séquentielle de contrôle. Je perçois, je réponds, je perçois, je réponds.
Donc c'est intégré. Une autre façon de voir les choses, c'est cette illustration ici. Cette illustration. Alors ça, c'est un auteur qui s'appelait Gibson. Alors Gibson, qui était un psychologue et qui a beaucoup réfléchi à la vision. Beaucoup. Surtout à la vision. Il s'est beaucoup intéressé à la vision. À la perception visuelle. Et il s'est dit, alors il n'y avait pas de moyens technologiques super développés pour son travail. Ça ressemble peut-être un petit peu à de la philosophie de la psychologie. Il ne faisait pas forcément une expérience, mais il réfléchissait beaucoup. Et il a permis de forger des concepts qui ont remis en question des concepts plus anciens. Et ça a permis de rafraîchir un petit peu, d'enlever la poussière sur les étagères de psychologie, de neurosciences, des systèmes perceptifs. Il a énormément contribué à développer cette idée que la perception n'est jamais statique, la perception, c'est la perception dans un corps en mouvement, et les sensations donnent toujours de l'information sur le mouvement et donc sur la réponse. Alors ici, c'est simple dessin ou quoi, mais voilà, mon œil, il regarde sa bibliothèque, chez lui, c'est le salon, sa bibliothèque, et le gars, il est dans un fauteuil, les pieds sur la table, quelque chose. Et puis il est en train de dessiner, alors il y a une espèce de araignées, on s'en fout un peu. Est-ce qu'il est en train de dessiner ce que nous voyons, etc. C'est ça, c'est le problème. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourrait se dire l'œil, c'est comme une caméra. Vous voyez, c'est toujours le danger d'une métaphore technique et technologique. L'œil, c'est une caméra. L'œil, c'est une caméra. Et non, c'est pas seulement une caméra, parce que si je mets une caméra ici, vous voyez, je vais voir, qu'est-ce que je vois sur la caméra? Je vois juste l'amphi. Or, si vous regardez un petit peu avec attention, qu'est-ce qu'il voit l'œil à la différence de la caméra? Il voit ça. Cette espèce de trou. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est le pif. Hein? C'est le bord du nez, l'arrêt comme ça. C'est ça qu'on voit. On va le masque. Mais ce petit détail, ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans la vision elle-même, moi en plus j'ai des lunettes, je ne suis pas le seul. Mais dans la vision elle-même, ce que reçoit ma rétine, ce n'est pas de l'information seulement sur le monde autour de moi, mais c'est de l'information sur le monde, et dans la même image, dans la même scène, il y a une partie de mon corps. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que déjà, ça dit à ma rétine que l'image, elle est prise à côté du mouvement. Et cette information sur la position du nez, je n'ai pas à aller la chercher ailleurs dans mon système de sensation. C'est pas ma main qui va dire à mon cerveau, ton nez est là. Et ton œil est là. Non, dans l'image elle-même, il y a la position de la scène, la pièce, et la position du nez, dans la même image. Et donc, s'il tourne l'œil un petit peu sur la gauche, eh bien, le centre de l'image va s'éloigner du nez. Et ça va nous donner une information sur la position relative du centre de l'image et du nez. Donc, sur la position de l'œil par rapport à la tête. Si cette distance entre le centre de l'image et le nez est grande, ça veut dire qu'il regarde vers la gauche. Si elle est petite, c'est qu'il regarde vers la droite. Une source nouvelle d'informations spatiales sur la position de l'œil. Sur la position de l'œil. Il n'a pas besoin seulement, il n'a même plus besoin des muscles, juste dans l'information instantanée que nous donne la rétine sur l'image, rien qu'avec les informations optiques récupérées par la rétine, il voit cet angle dans le centre de l'image qui est et ça lui dit, par rapport à sa tête, où est son œil. Donc une information de position. Donc s'il est en train de bouger l'œil, son œil est en mouvement dans sa tête, cet angle va changer en fonction du temps.
Et immédiatement, il aura cette information dans l'information optique. Il n'a pas besoin d'aller chercher les muscles, il n'a pas besoin d'avoir autre chose. Dans l'information optique elle-même, comme il y a une partie des neurones dans la rétine qui sont actifs, qui perçoivent le nez, il a un angle relativement haut. Il sait dans quelles conditions il veut, de façon exacte. Voilà. Un truc aussi, un détail comme ça, était passé complètement inaperçu. Hein, on se disait, l'œil, c'est une caméra. L'œil, c'est une caméra. Avec aucune référence par rapport au corps. Donc, cet exemple-là nous démontre que déjà, cette distinction sensation-réponse motrice, elle ne tient pas la route. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, non? On va passer toujours dans ce chapitre introductif sur les neurosciences, on va passer sur un autre aspect. On va tout de suite mettre en clair quelque chose qui s'impose aux neurosciences, qui est la complexité du système qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de décrire. Alors, cette complexité, ça ne doit pas être une excuse. Alors pour nous, ce n'est pas la problématique, mais moi, en tant que chercheur, ce n'est pas une excuse pour ne pas aboutir. Hein, c'est de loin, mais bon, moi, j'étudie un peu compliqué. Hein. C'est pas bien compréhensible, ça va prendre du temps. Hein. Non, c'est vrai, mais c'est comme ça. Et je ne peux pas le cacher derrière, mais ça, c'est une chose. Mais par contre, cette complexité, elle est là. Alors, voilà le cahier des charges. Et le cahier des charges, il est littéralement monstrueux. Littéralement monstrueux. On va voir pourquoi. Alors, les anatomistes, ils ont pu répertorier le nombre d'os qui étaient mobiles dans le corps humain. Heureusement, on ne va pas les apprendre tous par cœur. Et puis, entre ces os, il y a éventuellement des articulations, et ces articulations, elles peuvent bouger dans différentes directions. Et ces différentes directions, on appelle ça des degrés de liberté. En abrégé, en français, DDM. En anglais, on dira Degrees of Freedom. Degrés de liberté, Degrees of Freedom. En abrégé, DOF. Vous le trouvez dans certains articles, notamment ici. Donc, DDM. Alors, c'est quoi un degré de liberté? C'est par exemple à l'épaule, vous savez qu'il y a 3 angles possibles. Il faut bouger l'épaule au moins sur 3 angles. Un angle d'élévation, alors il y en a qui l'appellent différemment, extension, flexion-extension, un angle d'abduction, abduction, et puis une rotation sur l'axe propre du corps. Donc ça fait 3 angles, 3 positions possibles. Je peux bouger sur 3 plans possibles et ça fait 3 angles. Donc ça fait 3 degrés de liberté. Vous pouvez en plus, si vous voulez être monté pour le corps, vous pouvez ajouter ça, cette mobilité-là, et celle-ci. Souvent on dit juste 3 degrés de liberté pour le corps, en fait il y en a 5. Donc celui-ci et celui-ci. Donc je peux bouger sur ce plan-là, je vais faire bouger le centre de rotation de l'articulation. Je vais bouger vers le haut, mais ça va tourner un petit peu pour ça, ça va être court. Et puis je peux le faire bouger ici, d'abord en arrière. Et aussi les centres de rotation, je peux faire. Donc on a beaucoup de degrés de liberté. La partie du corps où il y en a le plus, c'est la main. Pour la main, vous avez une vingtaine d'angles. Une vingtaine. Vous en avez une par phalange pour faire des flexions-extensions. Vous avez en plus, vous pouvez écarter ou rapprocher les doigts, donc faire des abductions. Vous avez en plus une articulation au milieu de la paume de la main qui vous permet de plier un petit peu ici. Là. Et ensuite, vous avez les différentes articulations du pouce. Dans le corps, flexion-extension, flexion-abduction, et puis vous avez celle-ci.
Et au total, si vous les énumérez, ça fait une vingtaine. Donc là, vous avez 20 degrés de liberté et 20 degrés de liberté. Sans compter le premier. Alors, si on s'intéresse au nombre de muscles, alors bon, des fois, on peut avoir des débats que je ne connais pas bien, c'est pour mon domaine. Chez les anatomistes, chez les journaux aujourd'hui, il y a la recherche en anatomie, des choses compliquées à l'anatomie. Parce que c'est un muscle, c'est pas un muscle, c'est un sous-muscle, ça fait partie des muscles ou pas. Donc, il va y avoir des débats, mais il y a l'ordre de grandeur, hein, c'est quelques centaines. Ce n'est pas des unités, ce n'est pas des dizaines, ce n'est pas des millions, ce sont des centaines. Il y a quelques centaines de muscles. Combien il y a de neurones dans un cerveau humain adulte? Eh bien, en moyenne, il y en a 100 milliards. Bon, là, on a sauté pas mal dans le monde. 100 milliards. Il y a des synapses. Alors, les synapses, vous savez à peu près ce que c'est. Les synapses, ce sont des connexions entre les neurones. Deux neurones connectés. Ils peuvent échanger des signaux électriques. Eh bien, la connexion, c'est une synapse entre les neurones. Ces synapses, elles ont différentes natures. Certaines, ce sont des synapses électriques, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui font passer le courant électrique d'un neurone vers l'autre neurone. Et il y a des synapses chimiques, et vous connaissez la synapse chimique de la plaque motrice, dont j'ai parlé au cours du cours, entre le motoneurone alpha et les fibres musculaires, la contraction musculaire. Ça, c'est une synapse chimique à l'acétylcholine. Le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Donc des synapses, il y en a plein de sortes, des neurotransmetteurs, il y en a plein de sortes. Et des synapses, il y en a beaucoup. Vous voyez, en moyenne, 1 million de milliards de synapses. Alors 1 million, c'est 10 puissance 6. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. 10 exposants 9. Vous ne trouvez pas, c'est ça? C'est ça. Alors, la question qu'on se pose, que se sont posées certaines personnes en neurosciences, c'est dans ce système nerveux, combien il y a de réseaux possibles? Combien de réseaux possibles? Je l'ai déjà indiqué au premier cours, la métaphore actuelle, le modèle actuel pour penser le cerveau, c'est le réseau. Hein, le réseau. Alors le réseau, c'est quoi? J'avais ajouté quelques diapos. Un réseau, c'est quoi? Un réseau, ce sont des nœuds. Un réseau, ce sont des nœuds connectés par des liens. Dans votre cerveau, les nœuds, ce sont des neurones. Un nœud, c'est un neurone. Et le lien, c'est une synapse. La connexion. Cet objet-là, ce schéma sur le tableau, en mathématiques, ça s'appelle un graphe. Un graphe. Comment faire un graphique? Un graphe. Pour décrire les réseaux, l'outil mathématique adapté, c'est le graphe. Et en mathématiques, il existe une théorie qui s'appelle la théorie des graphes. C'est-à-dire comment faire des mathématiques sur des objets comme ça. Alors ici, là, si on se pose la question, combien il y a de réseaux possibles? Eh bien, voilà, je les ai listés ici. J'ai exclu le cas où il y avait un seul neurone en disant que c'était un peu abusif le réseau, carrément abusif. Donc il y a le réseau neurone AB, le réseau AC, le réseau CD, et le réseau qui les exécute pas, possible, à l'esprit. Donc là, ici, ça me fait 4 réseaux possibles. Armés de ce type de raisonnement, il y a des gens de sciences qui se sont dit, mais tiens, on va calculer le nombre de réseaux possibles en moyenne, juste pour faire une estimation pour notre cerveau humain, avec ses 100 milliards de neurones, et ses millions de synapses. Alors, combien de réseaux possibles? Ça s'appelle la combinatoire en mathématiques. C'est pas la combine, c'est la combinaison. Donc ça vous fait 10 suivi de 1 million de 0. Réseau possible. Ça, c'est la combinatoire de cerveau humain adulte. Donc vous donnez une référence, 10 suivi de 1 million. Ça, c'est le nombre de réseaux possibles. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont tous, hein, mais a priori, de manière un peu théorique, on fait la combinatoire en calcul. Combien
Combien il y a de particules dans l'univers? Bien sûr, l'univers connu, l'univers connu, c'est grand. Notre galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Notre galaxie. Autour de chacune de ces étoiles, il y a des planètes. Donc, notre galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Combien il y a de galaxies dans l'univers connu? 100 milliards de galaxies. Et ça, c'est l'univers connu. C'est quoi une particule? C'est quoi une particule? C'est un truc qui compose l'atome. On va s'arrêter au proton, par exemple. Au proton. Il y a un paquet de protons même que dans l'atome. Donc, l'univers connu, d'accord? On peut calculer la masse, estimer la masse de l'univers, et on peut calculer le nombre de particules dans tout cet univers. Eh bien, ça nous fait 10, suivi de 79 zéros. Vous comprenez que 10, 79, exposant 79, c'est colossal, puisque c'est le nombre de protons dans l'univers. C'est un nombre colossal. Vous pouvez, et quand même, si vous me dites, tiens, je vais les dessiner sur le tableau, là, je vais mettre les zéros, vous allez y arriver. Ça vous prend 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, donc ça va être ça vous met les 79 zéros. Ça, il faut compter jusqu'à 79. Ok, ça c'est le nombre de particules dans l'univers. Bon, le nombre de réseaux possibles dans le cerveau humain, c'est carrément beaucoup plus grand. C'est 1 million contre 79. À la baston, ça va vite se dire. Là, c'est bien, on doit être grec, c'était ça? Non, c'était pas grec, c'était perse, c'était grec. C'était 300. Allez, c'est parti. Pardon. Non, moi je suis la baston avec quelqu'un qui se va dans le mais donc voilà, 79 contre 1 million, ça va être compliqué. Même en ayant pris des leçons de Kung Fu sur YouTube. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que notre cerveau regorge de possibilités. Il regorge de possibilités. Il est très, très, très riche. Mais vraiment très, très, très riche. Il y a un auteur, un chercheur américain, qui a écrit quelques bouquins de vulgarisation sur le cerveau. Un des titres de ces bouquins, c'était Plus large que le ciel. Wider than the sky. Beaucoup plus large que le ciel. Beaucoup plus grand que le ciel. D'accord? Donc c'est une façon de voir. Le ciel, c'est quand même épatant de regarder. On voit la Voie lactée, mais bon. Alors, là, on touche du doigt un petit peu ce qu'on entend par complexité. Complexité en nombre et complexité en nombre de combinaisons. Et réfléchir en termes de combinaisons, c'est pertinent parce qu'on a des réseaux et les neurones, ils sont recrutés dans les équipes des réseaux. Les neurones fonctionnent par équipe. Pour rendre cette métaphore, ce modèle de réseau graphe, pour nous donner un sens très simple et intuitif, on peut parler d'équipe. Les neurones fonctionnent en équipe. Les neurones ne fonctionnent pas tout seuls. Les neurones fonctionnent toujours. Et souvent des équipes très grandes. Okay. Donc là, pour un chercheur, ça rend humble. On étudie ce truc-là. Bon. On n'est pas au bout de nos surprises et on rentre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a des chercheurs qui, leur vie, ils étudient un neurone. Ils étudient une synapse. Ils étudient un neurotransmetteur, une molécule qu'on va aller à la chimie à tel endroit, etc. Et le gars a une vie, il n'a pas utilisé le sujet. Et il a bossé. Ce que ça nous dit aussi, c'est que ça relativise, ça met en perspective le fait que, quand on dit, bah, tiens, ça c'est un mouvement simple. Ça c'est un mouvement simple. Pas en position, le cœur tourné, une voile de Chuck Norris, ou un salto avant, un salto arrière. Donc
Donc ça, c'est un mouvement simple. Alors, c'est un mouvement simple. Quand vous dites ça, vous, en tant qu'expert et futur expert, super expert du mouvement, ingénieur de la motricité, oui, ça a du sens de dire ça, c'est un mouvement simple. Pourquoi? Parce que l'adulte qui n'a pas de trouble moteur particulier, il arrive à le faire sans trop d'efforts. Donc, on va dire, c'est pour cette raison-là qu'on appelle ça simple. C'est facile à faire. Ok, maintenant, on met les lunettes du scientifique, ce qui est les lunettes qu'on a dans ce cours. Bien, pour le scientifique, ça, c'est pas simple. Parce que pour bien comprendre tout ce qui est en train de façon complète, tout ce qui est en train de se passer quand je fais ça, alors il y a une partie anatomie, musculaire, mais si on s'attaque à ce qui se passe dans le système nerveux pendant ce temps, eh bien, juste pour faire ça, il va y avoir plusieurs millions de neurones actifs. Juste pour faire ça. Ça, on a pu le mesurer. Juste pour faire ça. Pour faire ça, il y a plusieurs millions de neurones actifs. Dans le cerveau, dans le tronc cérébral, dans le cortex. En interaction avec les neurones qui sont dans le véhicule. Donc, si on regarde à ce niveau-là et qu'on essaie de comprendre, ça n'a plus rien de simple. Plus rien. Donc, puisqu'on a l'usage du mot simple en opposition au mot complexe, ça dépend vraiment de ce qu'on regarde et pourquoi on regarde. Et quand vous regardez un adulte, une personne âgée ou un gamin en train de bouger, même la plus simple de ces actions, simple en apparence, du point de vue de c'est facile ou c'est pas facile, si moi je vais le faire, c'est facile ou pas, ce qui est en train de se passer, les mécanismes qui sont en train de se passer dans le système nerveux de la personne que vous êtes en train d'observer, eh bien ces mécanismes-là n'ont rien, mais absolument rien de simple. Il y a un truc qui n'est pas simple, c'est ça. Donc si le gamin, il n'a pas encore tout à fait fini sa croissance, s'il est un peu maladroit, si l'adulte, il a une pathologie sensorimotrice, si la personne âgée, elle perd une partie de l'efficacité de ses mouvements, c'est l'expression de cette complexité. Et quelque chose qui, pour un adulte lambda ou un enfant bien dégourdi et coordonné, ne représente aucun problème, et bien dès que le système nerveux n'est pas forcément soit pas encore développé, soit il n'a pas appris, c'est une question d'apprentissage, soit il a une pathologie ou alors un vieillissement, il perd la fonction. Et là, on se rend compte que le château de cartes est en train de se défaire, de s'écrouler. Ou alors il n'est pas développé. Il y a toute la complexité qui apparaît. Et en fonction des pathologies que vous pouvez avoir, eh bien, simplement bouger un doigt, ça peut être compliqué. Ça peut être difficile, ça peut représenter des efforts énormes. Parce que cette organisation, elle est très disparate. On a cours jusqu'à quelle heure? Je peux avoir une réponse claire et non ambiguë, s'il vous plaît? 18h20? 30? Presque. Presque 20. Ok. Bon, ça, je passe là-dessus. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout pas, on s'en fout, on s'en fout pas, on s'en fout pas. Ah si, on s'en fout pas. Alors là, je vous disais, on va introduire une autre distinction. Je reprends l'exemple, bêtement, de crever. On l'a perdu. Il n'y a pas de pluie. Il a mesure. Oui, je ne sais pas. Mais bon, alors, vous voulez vous décontracter 5 minutes? Vous voulez vous décontracter 15 secondes? 5 secondes? 5 secondes? Oui ou non? Allez, vous criez le plus fort possible pendant 5 secondes. Et comme ça, on aura tous 2 minutes. Voilà. Et on ferme la phrase. Alors, c'était ça la référence. Ici, je vous ai dit, et on va introduire une distinction. Ici, on a nos 3 neurones, et je vous ai représenté des synapses avec ces liens-là,
C'est long bâton, ça veut dire bien, ça veut dire qu'il y a une synapse. Il n'y a pas juste quelqu'un, c'est un schéma. Donc ici, je vous ai représenté quoi? Je vous ai représenté la structure du graphe. On va dire la structure du réseau. Allez, la structure du réseau. Ça, c'est la structure du réseau. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est est-ce que le courant électrique, ou une autre façon de dire que l'information, on dit parfois, va de A vers B, essentiellement, ou de B vers A. Ça, je n'ai pas donné de direction. Ça, c'est une deuxième distinction. Hein? Et ici, on peut distinguer entre ces deux réseaux qui ne sont pas les mêmes du point de vue de la direction de circulation de l'information. Quand le réseau dans le cerveau fonctionne, eh bien l'information ne se propage pas dans n'importe quelle direction entre telle partie du réseau et telle autre partie du réseau. Entre Bruxelles et Paris, ou Paris-Bruxelles. Ça peut aller dans les deux directions, avec des synapses différentes, mais ça peut aller essentiellement dans une direction ou essentiellement dans l'autre. Ça, c'est quand le réseau fonctionne. Donc, on a d'un côté une description du réseau sous forme structurelle et une description du réseau sous forme fonctionnelle. C'est pas la même chose. Quand vous êtes en train de dormir, pour reprendre un exemple, dans un sommeil profond, on regarde votre cerveau au niveau fonctionnel. Tout à fait exact. Mais bon, admettons qu'il n'y ait pas de fonctionnement, le cerveau complètement au repos, ce qui n'existe pas vraiment, jamais. Mais admettons. Et donc, quand on regarde le cerveau, tout ce à quoi on peut avoir accès, c'est la structure. Tel neurone connecté à tel autre, qui connecte à tel autre, qui connecte à tel autre. Quand vous êtes éveillé et que vous faites du foot, du handball, vous jouez au cartes, vous regardez la télé, vous lisez, vous faites autre chose, vous écoutez la musique, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Ces réseaux, on va les voir fonctionner. Et quand les réseaux fonctionnent, eh bien, c'est une information supplémentaire par rapport à la structure. On voit l'information, on voit comment elle se propage. Et à l'intérieur du réseau, cette fois, on voit ce genre de choses, ou ce genre de choses. On appelle ça la connectivité effective. Effective, réelle, fonctionnelle. Alors, le nom, c'est fonctionnel. On a d'un côté la connectivité structurelle, le graphe structurel, la structure, et par opposition à ça, la connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Alors, les neurosciences, petite aparté, les neurosciences, c'est pas une discipline, un corps de discipline qui est isolée des autres sciences. Il y a des contacts plus ou moins forts avec d'autres sciences. Donc déjà, les neurosciences, c'est un domaine hétérogène. Et tout le monde ne fait pas la même chose. Les neurosciences, les gens qui font des neurosciences en stage, comme moi et plein de collègues, alors l'équivalent des stats à l'étranger, ce qu'on appelle la kinésiologie dans les pays anglo-saxons, on appelle autrement ailleurs encore, sciences du mouvement humain. Eh bien, les neurosciences dans ce domaine-là s'intéressent essentiellement aux problèmes sensorimoteur. C'est pas hasard. Perception nous. Mais il y a des gens qui s'intéressent au calcul mental. Il y a des gens qui s'intéressent à l'attention. Il y a des gens qui s'intéressent à l'apprentissage de la lecture. Il y a des gens qui s'intéressent aux interactions sociales. Il y a des gens qui s'intéressent aux émotions. Il y a des gens qui s'intéressent aux sujets sains. Il y a des gens qui s'intéressent à la pathologie, différentes formes de pathologie, plus ou moins graves, des névroses, des psychoses, la schizophrénie, la paranoïa, la sociopathie, donc ce sont dangereuses, paranoïa aussi. Schizophrénie, pas trop. Contrairement à la légende. La dépression, qui est la maladie mentale qui touche le plus de gens au monde, de très très loin. Très très loin. Après, les deux sont. Voilà, donc il y a des gens qui s'intéressent, je disais tout à l'heure, à un neurotransmetteur, sa chimie.
comme la chimie. Il y a des gens qui s'intéressent à la marche, la fonction de la marche, la posture. Il n'y a rien à voir. Les uns quelque chose de très petit, l'autre quelque chose de très intégré. Voilà, donc les neurosciences, c'est très hétérogène. Les neurosciences, c'est par année entre 60 000 et 100 000 articles scientifiques parus dans des journaux scientifiques. Entre 60 000 et 100 000 par an. Bon, à l'heure actuelle. Bon, il y a 50 ans, la production était plus faible. Voilà, c'est cette discipline. Avec le neurosciences de l'humain, le neurosciences de l'animal, le neurosciences de l'insecte, le neurosciences des vers, le neurosciences des larves. Je reviendrai sur les vers. On aura des exemples sur le vers. Pour illustrer certaines choses. Alors, les sciences autour, c'est quoi? Les sciences autour, c'est forcément, on a des sciences autour des sciences de la vie, la biologie, tout ce qui est le vivant. Donc là, il y a la biologie, physiologie. Le contrôle moteur, ce que l'an dernier, on a appelé le contrôle moteur, on peut mettre un petit peu dans cette catégorie-là. Bien que des fois, le contrôle moteur emprunte aux mathématiques et à la physique. La biomécanique aussi. On peut la mettre aussi dans cette partie-là. Alors que la mécanique, elle, on va la mettre dans les sciences physiques. Et donc, c'est une partie de la mécanique qui s'occupe du bio. Vous avez les sciences humaines aussi. Les sciences humaines, elles contactent avec les neurosciences. Il y a des contacts. Peu, mais il y en a. Mais pas beaucoup, hein. La psychologie, il y en a pas mal. Mais sociologie, ou anthropologie, ethnologie, des disciplines comme ça, ou d'autres, des sciences humaines, l'histoire, il y a très peu de contact avec les neurosciences. Les gens se parlent pas beaucoup. Ils bossent dans leur vie. Et ça a des conséquences mauvaises pour les neurosciences. Pour l'anthropologie, pour l'ethnologie, je ne pense pas, mais pour les neurosciences, ça a très mauvaise conséquences. Je vais vous dire pourquoi je vais revenir. Et on a aussi une influence avec les sciences physiques et les mathématiques. Alors, cette partie-là, elle ne date pas d'hier, elle a commencé déjà de façon plus forte dans les années 50. Il y a deux chercheurs qui ont eu le prix Nobel en 1952, qui s'appelaient Hodgkin et Huxley. Et ils ont eu le prix Nobel parce qu'ils ont compris comment le neurone générait un potentiel d'action. Et ils l'ont tellement bien compris qu'ils ont réussi à en faire un modèle mathématique. Un très bon modèle mathématique, qui n'est pas simple. Un très bon modèle mathématique. C'est-à-dire qu'ils ont mis en équation le potentiel d'action. La génération, la production de potentiel d'action a été mis en équation déjà dans les années 50. Et depuis, cette partie des neurosciences n'a cessé de se développer. Et depuis une vingtaine d'années, elle ne cesse de grossir et de s'accélérer chaque année. Cette partie. Physique du cerveau, mathématiques du cerveau. Et il y a des journaux aujourd'hui qui s'appellent Mathematical Neuroscience. Par exemple. Donc les mathématiciens commencent à travailler pour comprendre le cerveau avec des gens qui venaient plutôt de la médecine ou de la biologie. Alors je vous ai dit là ici un exemple de pourquoi c'est dommage, c'est un peu la culture générale, pourquoi c'est dommage, il n'y a pas plus de collaborateurs. 90% des gens qui sont recrutés comme volontaires dans les expériences sur l'être humain en neurosciences sont des gens qui ont été recrutés sur des campus universitaires, donc des étudiants, et essentiellement dans la partie occidentale du monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et l'Europe. La littérature scientifique disponible aujourd'hui en neurosciences sur l'humain repose sur des expériences dont les participants ont été essentiellement des volontaires étudiants, parfois organisés par ces participants, de campus américains, nord-américains, on va dire, et de campus européens. 90% et peut-être 99%. Ça veut dire que les différences éventuelles interculturelles
neurosciences, ils sont largement imperméables et sont complètement aveugles de cette variété potentielle. Ça, c'est une énorme critique. C'est une énorme limite de cette discipline. On ne sait pas si le cerveau des Asiens fonctionne exactement comme le nôtre, le cerveau des Africains, X ou Y, fonctionne exactement comme le nôtre, les Japonais, etc. Les neurosciences se développent fortement au Japon, depuis des décennies maintenant, depuis 50 ans, et plus récemment, en Chine, elle se développe aussi. Donc ça va enrichir un petit peu cette discipline. Ça, c'est une grosse chose. Donc ça, c'est pour vous montrer un tableau une vue d'ensemble. Là, vous me donnez l'impression d'être en train de sombrer. Si papa et maman avec ça, dépenser l'argent, Dieu vont gagner. Il faut envoyer Dieu et le reste. Alors, je finirai sur cette idée-là, sur cette invention. L'étude des fonctions sensorimotrices, elle va nous faire prendre conscience qu'on peut aborder le problème de différentes manières et à différents niveaux. Et il n'y a pas forcément un niveau qui est plus justifié que les autres, du point de vue de la recherche. Du point de vue pratique, peut-être. Du point de vue de la recherche, la recherche est de même. Il faut laisser aux gens beaucoup de liberté, parce que sinon, ils ne trouvent rien. Donc il y a plusieurs niveaux d'analyse. Et on peut dire, du plus intégré au plus désintégré, au plus isolé. Le plus isolé, ça va être tout ce qui est très petit. Alors on va s'intéresser à quelque chose de très petit. On va s'intéresser aux interactions moléculaires, on va s'intéresser à un neurotransmetteur, son fonctionnement chimique détaillé. On va s'intéresser à un seul neurone, une seule synapse, dans lequel il y a ces mécanismes de chimie, ou un seul neurone, déjà beaucoup plus gros. Ou alors on va s'intéresser à ici un ensemble de neurones. Alors, c'est peut-être pas évident, mais tout ce qui est en noir représente des ramifications, des connexions entre les neurones. C'est un schéma d'une coupe du cortex, donc la matière grise à la surface de l'encéphale. Donc chaque tracé noir représente un neurone sur la verticale avec des ramifications. Donc on peut s'intéresser à des réseaux. Voilà peut-être une centaine de neurones. Alors, on peut s'intéresser au cerveau entier et essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau dans sa globalité. Ou alors on peut essayer de comprendre un être humain en entier, pas le cerveau isolé, mais le cerveau dans le corps, qui perçoit, qui bouge, qui mange, qui respire, qui digère, qui a des émotions. Et parlant d'émotions, on peut aussi essayer de comprendre comment un individu fonctionne dans un groupe, puisque l'être humain est un animal social. Il y a un groupe, qui est né dans un groupe, qui hérite d'une culture. Donc, tout ça, ce sont des niveaux d'analyse différents qui sont possibles. Et il y a des gens qui s'occupent de ça, des gens qui s'occupent de ça. Je finirai là-dessus et je vous souhaite une bonne journée. Un bon appétit. Un peu d'avance, mais pas trop. Non. Moi aussi, je vous applaudis, vous avez été très gentils. Continuez comme ça. Merci.
Vous avez un cours qui suit ?